Merci beaucoup d'être venus, aussi nombreux. En fait, c'est un exposé un peu qui n'était pas programmé, qui a été mis en dernière minute. Mais puisque vous êtes présents, on va aller jusqu'au bout. Ça va durer un peu longtemps. Donc si vraiment... Ah, vous êtes déçus? Oui, ça va durer longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je n'ai pas envie d'aller trop vite parce qu'il faut quand même rentrer dans certaines explications. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans des détails techniques, mais on va essayer d'avoir une vision d'ensemble des aspects énergétiques du cancer. D'où le titre, l'énergie du cancer. D'accord? C'est dans le cadre du thème le cancer, maladie simple ou compliquée, qui est jusqu'au 13 octobre. Et les autres jours, ce sont des chercheurs qui viendront vous présenter des choses spécialisées. Là, je vous fais une présentation générale. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions. On a même un micro pour le public. J'ai juste à le faire passer. Hop. Tiens, tu seras chargé du micro. Si quelqu'un a des questions. Voilà, il est allumé. Si quelqu'un a une question, on peut passer le micro pour que tout le monde l'entende. Bien. Alors, l'énergie du cancer. En fait, bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'exposition, comment je suis arrivé à choisir ce thème, etc. Mais il y a une question qu'on peut se poser légitimement. Comment se fait-il qu'une maladie aussi grave puisse se développer? Et en gros, d'où tire-t-elle son énergie? D'accord? En termes énergétiques, il y a un problème. Comment se fait-il qu'une tumeur puisse croître et puis tout ça au détriment du reste du corps? Donc c'est un problème énergétique, très naïvement. Avant de rentrer dans les détails biochimiques, biologiques, déjà il y a une question d'énergie. Voici le plan de l'exposé. Dans un premier temps, je vous parlerai de l'effet Warburg. Otto Warburg était un biochimiste allemand des années 20, sur fin 20, 30, 40, il a continué, il est décédé en 1970, mais dans les années 1920, il a observé un effet, un phénomène commun à la plupart des cellules cancéreuses. On va expliquer ce phénomène. Dans un deuxième temps, on va essayer de faire un portrait de l'ennemi, de la maladie, un portrait qui soit un peu plus global. Identifier l'ennemi. Si vous voulez combattre un ennemi, il faut d'abord l'identifier. Quelle est sa constitution, quelle est sa structure, comment il fonctionne, qu'est-ce qui l'alimente. Ensuite, je prendrai encore un petit peu plus d'altitude, je parlerai de bioénergétique, c'est-à-dire comment l'énergie se promène en biologie et en quoi la biologie, l'apparition de la vie sur Terre, est en fait un phénomène énergétique. Et armé de ces connaissances, on verra qu'on peut suggérer des pistes thérapeutiques. Ce n'est pas moi qui les suggère, ce sont des médecins, des chercheurs, des patients qui essayent sur eux certains types de médicaments, certaines molécules. D'accord? Et on aura quelques conclusions très générales sur l'approche de la maladie, comment changer notre approche pour augmenter nos chances de la vaincre. Alors, premièrement, l'effet Warburg. Petite devinette. Quel point commun y a-t-il entre des coureurs de 800 mètres, un plat de choucroute, le début de la formation de l'embryon, on n'appelle même pas encore ça un embryon. Il y a d'abord l'œuf, puis la morula, puis le blastocyte, etc. Ça a des noms compliqués, mais essentiellement, c'est un futur bébé. Et puis, un tissu cancéreux. Ça, c'est une coupe. On a à droite, en clair, des cellules tumorales, et à gauche, en rose, des cellules saines. Le rose, c'est le colorant, en fait. Et il se trouve que les cellules tumorales ne fixent pas le colorant de la même manière. C'est pour ça qu'elles apparaissent claires et plus grosses au microscope. C'est ce qu'on appelle un carcinome rénal à cellules claires. Donc, quel point commun y a-t-il entre ces quatre situations, selon vous? Oui, mais enfin, la cellule bleue avec marqué Pierre-Ambroise Bosse dessus, elle est un peu grosse quand même. Hein. Oui, mais enfin, j'aurais pu mettre un éléphant, une fourmi, un moustique. Il faut être un peu plus précis. Ouais, là, il faut des étoiles aussi, c'est des groupes. Non, il faut vraiment être plus précis que ça. Quel point commun y a-t-il entre ces quatre situations? Oui? Oui, mais tout le monde a besoin de puiser de l'énergie, il faut être plus précis. Vous n'avez jamais mangé de choucroute? Quel goût ça a? C'est acide, très bien, c'est acide. Bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des tours de piste en courant, à l'école ou il y a longtemps? Et quand on court 800 mètres à fond, ça fait
Ça fait mal. Oui, et j'ai entendu le mot. On sécrète de l'acide lactique, et c'est ça qui fait la douleur. Et on en sécrète tellement que ça vous donne des acidités dans le ventre même. Ça fait mal au ventre. C'est vraiment très douloureux. Le 800 mètres, c'est un exercice d'athlétisme qui est très douloureux. On récupère vite, normalement, mais sur le coup, ça fait vraiment très mal. Hein. Moi, j'aime pas, c'est pas agréable. Bon, donc effectivement, dans la choucroute, on a des bactéries qui font de l'acide lactique. Ça s'appelle lactofermentation. Bon, enfin, attention, on a plusieurs sens au mot lactofermentation. Ce n'est pas la fermentation du lactose, c'est la fermentation en acide lactique. Donc, les coureurs de 800 mètres ont la capacité non seulement à supporter l'acide lactique, mais à le recycler en glucose, qu'on appelle le cycle de Cori. Il se trouve que les cellules tumorales, et c'est ce qu'a observé Otto Warburg, les cellules tumorales sécrètent beaucoup d'acide lactique. Anormalement, beaucoup d'acide lactique. Et elles ont un métabolisme un peu particulier, variable, mais on va voir en détail. Et il se trouve aussi qu'un même un tissu sain, comme un futur embryon, sécrète de l'acide lactique. Parce que lui aussi doit faire beaucoup de cellules nouvelles, ce qu'on appelle l'anabolisme, fabriquer des nouveaux tissus. Et dans son développement, il se trouve que sa façon d'utiliser l'énergie sécrète de l'acide lactique, et que cet acide lactique va avoir un rôle particulier dans l'accroche du blastocyte sur la paroi utérine, et dans l'appel des vaisseaux sanguins qui vont venir l'alimenter. Mais tout ça, ça se fait normalement, de manière ordonnée, programmée, dans le développement de l'embryon. Okay ? Tandis que dans le cas d'une tumeur, ça se fait de manière totalement désorganisée, parce que l'ADN est muté, et puis ça se fait dans le chaos. Donc ce n'est pas un tissu sain. On va voir la différence, surtout au niveau énergétique, les différentes filières utilisées. Donc retenez que l'acide lactique, c'est le point commun en tant que substance sécrétée dans ces 4 situations qui apparemment sont très éloignées. J'aurais pas pu mettre, par exemple, des coureurs de marathon. Ça, c'est un autre point commun. Quel point commun y a-t-il entre ce magnifique chameau, ces coureurs de marathon, et ce monsieur, ce jeune homme, parce qu'il a 27 ans ici, 28 ans là, il a perdu 125 kilos en 382 jours, sans rien manger, quasiment. Cyril a eu juste des compléments alimentaires à base de levure, parce qu'il manquait de certains acides aminés peut-être, et puis un contrôle régulier de son taux de potassium, de sodium, etc., pour qu'il n'ait pas de carence. Donc il avait des petits compléments en sels minéraux. Il était suivi pendant 382 jours en milieu hospitalier, et il a perdu 125 kilos en 382 jours. Un peu plus d'1 an, sans manger, essentiellement sans manger. Donc quel est le point commun entre ces 3 situations? Là aussi, c'est des amas de cellules, mais... Oui, on puise dans les réserves. Donc, le chameau, qu'est-ce qu'il a comme réserve? De la graisse dans les bosses. Et celui-là, il a bien été rechargé. Hein. Le monsieur qui fait de sa cure d'amaigrissement, qui s'appelait Angus Barbieri, c'est un Écossais, et il y a eu une publication scientifique en 1965 sur son cas, et après il s'est fait connaître quelques années plus tard. Pareil, lui, il a puisé dans ses réserves. Et les coureurs, ils ont des réserves, ils sont gros. Pas trop, hein. Ils n'ont pas l'air très obèses non plus, ceux-là. Bien, en fait, figurez-vous qu'un muscle de marathonien est plus gras qu'un muscle de sédentaire. Parce que cette fois-ci, les lipides sont stockés directement à l'endroit où on va s'en servir. D'accord? Donc c'est aussi les lipides, les graisses, qui vont être utilisés dans le cas de la course à pied, quand vous faites des courses longues. Et ça, c'est un entraînement qui n'est pas facile non plus, qui est moins douloureux sur le plan énergétique, sur le plan de l'intensité, mais il faut apprendre au corps à utiliser des lipides en courant lentement et longtemps. Et au bout d'1 heure, là, l'organisme commence vraiment à bien utiliser les lipides. Vous atteignez une vitesse de croisière qui est la vôtre, on n'est pas tous des champions, mais on va doucement, tranquillement, on se sent bien, et au bout de 2 heures, 3 heures, on arrête, on se dit stop, je rentre à la maison, et on s'est bien entraîné. Ça, c'est totalement différent de l'entraînement des coureurs de 800 mètres, qui font des efforts extrêmement intenses. Ok? Donc voilà 2 filières métaboliques très différentes. D'un côté, les coureurs de 800 mètres qui vont utiliser du glucose et qui n'auront même pas le temps de l'oxyder jusqu'au bout, parce que ça va tellement vite que le glucose n'a même pas le temps d'être cassé entièrement. On va juste casser le glucose en 2 molécules de pyruvate. Alors, je n'ai pas de pyruvate ici, mais la molécule de glucose, elle est là. Voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone.
on casse en deux, ça nous fait 2 molécules de pyruvate. Il y a des enzymes, hein, ce n'est pas immédiat, il y a toute une chaîne de réaction qu'on appelle la glycolyse, cassée en deux. Donc on n'oxyde pas tout, tandis que si on va lentement, qu'on fait un effort de basse intensité, là tout est oxydé, on fabrique CO2, le gaz carbonique qu'on exhale quand on respire. D'accord? Donc retenez ces deux modes énergétiques. Bien, alors la structure de la cellule, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est une cellule animale qu'on a aussi en modèle ici. Tac. Le noyau est surreprésenté en termes de taille, ce n'est pas du tout à l'échelle, mais notez bien la présence de ces petites structures ici en rouge qu'on appelle les mitochondries. Ce sont nos chaudières cellulaires, c'est nos centrales énergétiques et c'est dans cette mitochondrie, dans ces mitochondries, puisqu'il y en a en fait des centaines dans la cellule, qui forment un réseau. Elles sont reliées entre elles par le cytosquelette, elles communiquent, elles peuvent fusionner, elles peuvent se séparer et elles se rassemblent d'une certaine manière selon les situations dans la cellule. Voilà. Donc c'est dans cette structure-là, dans la mitochondrie, que tout va se jouer. Et depuis quelques minutes, nous avons une magnifique maquette de mitochondrie qui nous a été réalisée par une amie couturière qui a mis les principales structures. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est de la biochimie, mais retenez une chose, c'est que la respiration, quand vous respirez, ce n'est pas dans les poumons que se passe la respiration, c'est au niveau des mitochondries, et plus précisément au niveau de la membrane interne des mitochondries, qui est représentée en tissu rose ici. Et encore plus précisément, dans ce qu'on appelle la chaîne de transport électronique, cette succession de molécules qui sont sur ou dans la membrane interne de la mitochondrie, et les électrons se déplacent de proche en proche jusqu'à atteindre l'oxygène. À la fin, les électrons atteignent l'oxygène. Mais le vrai parcours et ce qui va vraiment générer la monnaie énergétique, c'est-à-dire l'ATP, les petites molécules, petites billes dorées, là c'est l'ATP, c'est-à-dire ces molécules qui vont nous servir de monnaie énergétique dans tout l'organisme, c'est engendré ici, à cet endroit-là, dans cette petite structure, ce qu'on appelle l'ATP synthase. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une des plus belles molécules, enfin grosse molécule, une des plus belles structures que l'on puisse avoir dans l'organisme parce que c'est à cet endroit-là qu'on imprime les billets, c'est-à-dire qu'on fait vraiment la molécule d'ATP. Bien, retenez une chose, enfin je le redirai encore, on a tendance à voir le noyau comme étant le centre de la cellule. Non, il y a d'autres structures qui ont au moins autant d'importance que le noyau. Et on va voir comment ces structures sont importantes dans le cas du cancer. Donc nos cellules utilisent de l'ATP comme monnaie énergétique. Alors l'ATP, ce n'est pas une énorme molécule, c'est ça. Alors elle n'est pas complète parce qu'il me manquait des atomes d'oxygène, etc. Mais bon, quitte à remplir les atomes d'hydrogène et d'oxygène, la seule chose à retenir là-dedans, enfin une chose à retenir, la molécule d'ATP, c'est comme un pistolet, pan, et le projectile, c'est le dernier atome de phosphore, le groupe phosphate final. Et c'est la rupture de cette liaison, le fait de sortir le troisième groupe phosphate, qui va libérer de l'énergie. Et on va passer de l'ATP, adénosine triphosphate, à la DP, adénosine diphosphate. On peut encore aller plus loin, mais ça libère un peu moins d'énergie. Donc c'est surtout ça qui va jouer son rôle énergétique dans les échanges d'énergie entre tous les mécanismes intracellulaires. Alors on a parlé de la glycolyse, c'est le fait de casser le glucose en deux. Et ça n'est pas une oxydation. On ne va pas jusqu'à CO2. Et si on va jusqu'au bout, on fabrique beaucoup plus d'ATP. C'est ça qui est important à voir. On ne fait que 2 molécules d'ATP quand on casse une molécule de glucose en deux, tandis que si on va jusqu'au bout, on fait 30 molécules d'ATP, à peu près, en ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'en termes de rendement d'ATP, l'oxydation complète est beaucoup plus efficace. On a un meilleur rendement pour ce qui est de l'ATP. Maintenant, l'oxydation du glucose jusqu'au bout, ça ne sert pas forcément à ne faire que de l'énergie. Ça peut servir à faire autre chose. Il y a des molécules intermédiaires, on peut avoir un intérêt à ne pas tout oxyder. Et on va voir, en fait, on est dans ce qu'on appelle l'anabolisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le glucose pour faire de l'énergie, on va l'utiliser pour faire des tissus, des molécules qui vont nous permettre de fabriquer des lipides, des protéines, etc. Donc 15 fois plus d'ATP. Et ce qu'a observé Otto Warburg dans les années 20, c'est que les cellules cancéreuses favorisent la glycolyse. En général, elles font beaucoup plus de glycolyse qu'une cellule saine. Et donc, elles vont fabriquer plus d'acide lactique. Et il a essayé de leur donner un peu plus d'oxygène pour les forcer à respirer. Ça n'y changeait rien. Elles continuaient de faire de la glycolyse préférentiellement. On va voir quelques chiffres après.
Pardon. Et pour se maintenir en vie, bah, il faut fabriquer assez d'ATP quand même, globalement. Et comme la glycolyse n'en fabrique pas assez, elles vont consommer beaucoup de glucose. Une quinzaine de fois plus de glucose qu'une cellule saine. Donc quand on mange trop de glucides, eh bien, on favorise les cellules tumorales qui sont présentes de temps en temps dans notre organisme. Normalement, la police cellulaire, notre système immunitaire, les élimine, mais s'il n'y parvient pas, avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile, eh bien, il vaut mieux ne pas favoriser la croissance des cellules tumorales, c'est-à-dire diminuer l'apport de glucides. Les enfants peuvent manger des sucettes toute la journée sans être inquiétés pour la plupart, mais si on a des cellules tumorales, il vaut mieux éliminer les glucides. Voilà le principe général. On ne l'élimine pas totalement, on en prend beaucoup moins. Alors, glycolyse, je passe, c'est le détail de ce que j'ai raconté. Si on veut rentrer dans le détail, c'est ça. Retenez simplement que le glucose entre à l'intérieur de la cellule, ça c'est la membrane cellulaire. Elle fait la glycolyse, il y a une succession d'étapes ici. Et la molécule de pyruvate, elle a deux possibilités. Soit elle donne du lactate et la cellule extrait le lactate, c'est un déchet. Soit elle continue son chemin et elle va passer dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs, c'est-à-dire la respiration complète, mais qui est plus lente, mais qui va permettre de fabriquer le gaz carbonique à la sortie, si le cycle de Krebs fonctionne bien. Voilà le cycle de Krebs. Alors on ne regarde pas les détails, c'est compliqué, il faut être biochimiste pour tout comprendre. La seule chose à retenir, c'est que le pyruvate rentre dans le manège. Alors pas directement, il va d'abord donner un groupement acétyl. Il y a déjà un atome de carbone qui est oxydé, donc déjà il y a un peu de respiration là, CO2. Le groupement acétyl va rentrer dans le manège et quand il aura fait son tour, il va sortir le carbone sous forme oxydée, CO2, CO2. D'accord? Sans retenir le détail, on oxyde le carbone, donc c'est de la respiration. On oxyde complètement le carbone jusqu'à fabriquer CO2 et H2O. Alors, H2O, c'est important parce que si l'oxydation n'est pas complète, vous ne fabriquez pas assez d'eau métabolique et vous avez du mal à diluer les déchets et à les éliminer. Donc, pour fabriquer de l'eau métabolique, parce que l'oxydation complète, ça va fabriquer CO2 et H2O. Pour chaque molécule de CO2, gaz carbonique, vous aurez une molécule d'eau. Il faut fabriquer cette eau métabolique et donc il faut bien oxyder, bien respirer. Alors ça, c'est la chaîne de transport électronique. Je passe, c'est un peu compliqué, mais sachez que c'est un problème de transfert d'électrons et qu'à la fin, le dernier à prendre les électrons, c'est l'oxygène. Ce que je vous ai dit sur la membrane interne de la mitochondrie. La respiration, elle se passe dans nos mitochondries. Et petit détail intéressant, la mitochondrie a droit de vie et de mort sur la cellule. Parce qu'elle a une molécule sur sa membrane interne qu'on appelle le cytochrome C, c'est une grosse molécule. Et ce cytochrome C, s'il est largué dans la cellule, c'est ce qu'on appelle un signal apoptotique. Ça veut dire c'est coup de sifflet final, la cellule arrête de fonctionner et elle se décompose proprement. C'est la mort programmée de la cellule, ce qu'on appelle l'apoptose. Et il vaut mieux, on dit oh là là, mort programmée de la cellule, mais il vaut mieux faire de l'apoptose que de la nécrose. La nécrose, c'est quand une cellule est blessée, qu'elle éclate et qu'elle relâche toutes sortes de déchets dans son environnement. Ça, c'est pas bon, ça fait de l'inflammation, ça fait des déchets. Il faut s'en débarrasser. Tandis que la nécrose, c'est un démontage propre de la cellule. Alors, voilà le diagramme qui résume à peu près tout ce que j'ai raconté, ou presque, dans ce qu'on appelle un tissu différencié, c'est-à-dire un tissu qui fonctionne et qui est sain, et dans lequel chaque cellule joue son rôle. Une cellule de foie va faire ce que doit faire une cellule de foie, une cellule de peau va faire ce que doit faire une cellule de peau, etc. Chaque cellule a sa fonction. Donc un tissu différencié, s'il a beaucoup d'oxygène et qu'il respire correctement, et le tissu, eh bien, il va fabriquer du glucose, du pyruvate, et le pyruvate va passer dans la mitochondrie, donner l'acétyl-CoA, etc. Et puis on va tout oxyder jusqu'au gaz carbonique. Si vous êtes en manque d'oxygène, par contre, là, vous allez plutôt utiliser le pyruvate pour faire du lactate, comme dans les coureurs de 800 mètres. OK ? Donc on a ces deux options possibles selon qu'on a plus ou moins d'oxygène. Maintenant, dans les tissus prolifératifs, c'est quoi les tissus prolifératifs ? Ça peut être un embryon qui est en train de faire du tissu, ça croît, ça croît, ça croît. Ou ça peut être des cellules souches dont la vie consiste à faire des cellules nouvelles et à alimenter l'organisme en cellules nouvelles, le renouvellement cellulaire. Ou bien ça peut être un tissu pathologique, une tumeur. Dans ce cas-là, quelle que soit la présence d'oxygène, quelle que soit la pression partielle d'oxygène, vous allez faire préférentiellement du pyruvate et du lactate. Là, on en donne des chiffres, 85%. Et il y aura très peu de respiration, seulement 5%. On ne sait pas où passent les 10% manquants, pour autre chose. Et donc, on va favoriser la glycolyse par rapport à la respiration dans
les cellules tumorales comme dans les tissus prolifératifs. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, le fait qu'on ne puisse pas refaire respirer les cellules des tissus tumoraux, que ce ne soit pas réversible, c'est l'effet Warburg. Et toute la stratégie des traitements métaboliques du cancer, c'est comment relancer la respiration cellulaire. Comment faire en sorte que la cellule, à nouveau, passe par l'oxydation plutôt que la fermentation. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la glycolyse, il faut aller plus loin. Et on voit sur les images de mitochondries au microscope électronique que dans les tissus tumoraux, les mitochondries sont généralement déformées, abîmées, ne fonctionnent pas de la même manière. On voit très bien que la membrane interne n'a pas la même structure que dans le même tissu du même organe quand il est en bon état. Donc c'est vraiment à cet endroit-là, sur cette membrane interne, je vous dis que se jouait la respiration et qu'on voit une différence dans les cancers. Il n'y a pas qu'à cet endroit-là, on en voit aussi au niveau des mutations du génome, au niveau biochimique, etc. Mais il se passe quelque chose au niveau de la respiration cellulaire qui est altérée. Alors ça, c'est la même chose mais en plus compliqué, donc je passe. À quoi sert l'effet Warburg? En fait, l'effet Warburg, c'est la base de l'imagerie médicale par PET scan. PET scan, ça veut dire Positron Emission Tomography, donc tomographie par émission de positrons, et on scanne le corps, on balaye tout le corps entier, et pour détecter les zones du corps qui absorbent le plus de glucose. On donne un glucose marqué radioactif, il ne faut pas que le patient bouge, ça ne marche pas, c'est les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson parce qu'ils ont des tremblements, et dès que vous bougez, vous avez des tremblements, tous les muscles vont absorber beaucoup de glucose. Donc il faut être vraiment reposé, ne pas bouger, et en quelques minutes, les tissus qui absorbent le plus de glucose sont, alors le cerveau toujours, parce que lui est friand de glucose, c'est normal, c'est le système nerveux central, le cœur parce qu'il pompe, donc lui forcément le sang passe par lui, donc il va être visible, les reins aussi apparaissent parce qu'il y a des éliminations qui se jouent par là, mais les autres tissus, qui normalement ne devraient pas présenter un afflux de glucose important, ici, avant une chimiothérapie, donc on voit au mois d'avril, le bras, apparemment le bras droit, est marqué par des lésions tumorales, parce qu'elles absorbent le glucose. Et 6 mois plus tard, après chimiothérapie, les lésions au niveau du bras ont disparu. Les ganglions étaient marqués aussi, donc ils absorbaient du glucose, là il en reste juste un petit peu qui sont encore marqués. Donc la chimiothérapie a eu de l'effet en 6 mois. Ça ne veut pas dire que c'est un traitement miracle, ça rallonge de quelques mois l'espérance de vie, c'est déjà pas mal. Après, il faut voir dans quelles conditions. Donc le principe du PET scan, c'est l'effet Warburg. C'est le fait que les tissus tumoraux absorbent préférentiellement du glucose. Alors, quelques causes possibles de l'effet Warburg. D'où ça vient? Pourquoi la respiration ne fonctionne pas correctement dans les cellules? Eh bien, vous pouvez induire l'effet Warburg, c'est-à-dire le dysfonctionnement de la respiration, par des substances cancérigènes. On a toute une liste de substances dont on sait qu'elles induisent la tumorigénèse. Des rayonnements ionisants. Quand il y a de la radioactivité, vous savez qu'il y a un risque de développer des cancers. Mais vous pouvez aussi induire la tumorigénèse par l'inflammation. Une inflammation chronique répétée de certains organes, certains tissus, peut engendrer des tumeurs. Ou bien aussi une pression chronique. Quand vous êtes, pour une raison X, Y ou Z, un organe est comprimé de manière chronique, il va moins bien respirer et ça peut induire la tumorigénèse. Voilà, et comme je vous l'ai dit, si elles ne respirent pas bien, elles vont faire appel à la glycolyse. Mais elles demandent au génome, ce qu'on appelle la réponse rétrograde. Elles appellent le génome pour lui dire « fais de la glycolyse, fais de l'ATP par glycolyse ». Là, on va avoir les oncogènes qui vont s'exprimer. Les oncogènes, c'est les gènes qui vont engendrer le développement, la prolifération cellulaire et qui vont dire on va fabriquer du nouveau tissu parce que la glycolyse, c'est associé à l'anabolisme. Il y aura une dichotomie très nette entre d'un côté brûler le glucose, les lipides, les protéines jusqu'au bout, oxyder, et de l'autre faire du catabolisme, c'est-à-dire qu'on décompose les molécules complexes en petites molécules simples, et de l'autre côté, faire des grosses molécules complexes à partir de molécules simples. Ça, c'est de l'anabolisme, fabriquer du tissu. Mais encore faut-il que cet anabolisme se fasse correctement. Quand vous êtes blessé, il faut réparer. Donc c'est normal de faire de l'anabolisme, localement. Mais après, une fois que c'est cicatrisé, on arrête. Et il y a des signaux qui disent au corps, on fait de l'anabolisme, on arrête l'anabolisme. Quand ça continue de se faire sans écouter les signaux du tissu environnant, c'est que là, il y a un dysfonctionnement. C'est la tumeur. Alors on a aussi des gènes suppresseurs qui peuvent être inhibés.
Les gènes suppresseurs, c'est des gènes qui disent « stop, 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 on arrête de proliférer ». Il y a un gène qui est très célèbre, qui s'appelle le P53, et dont on s'est rendu compte que les éléphants avaient beaucoup de copies. Alors que nous, on n'en a que 2, je crois. On a peu de copies du P53, qui est un gène important. Donc même si on a des mutations chez l'éléphant, parce que l'éléphant est gros, il pourrait avoir plein de tumeurs partout, eh bien non, il y a des P53 qui font la police. Et quand on a une augmentation de l'entropie, entropie ça veut dire désordre à ce niveau-là, quand on a une augmentation du désordre cellulaire, et en particulier quand on a une baisse de l'eau métabolique, eh bien on va avoir plus de désordre concentré, plus de déchets, ça va être difficile à éliminer, on va voir qu'il faut vraiment éliminer les déchets pour favoriser le retour à la respiration. Voilà, tout ça entraîne l'inhibition de la respiration. Alors une question m'avait été posée, oui, mais est-ce que dans le cas des tumeurs végétales, parce que les végétaux aussi peuvent avoir des cancers, est-ce que dans le cas des tumeurs végétales, on observe un dysfonctionnement mitochondrial? Je dois vous avouer que la littérature sur le sujet est beaucoup plus ténue que celle qui porte sur les cellules animales, et pour cause. Mais effectivement, ce qu'on appelle les galles, alors les galles, si vous avez un jardin ou si vous vous intéressez à l'agronomie, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de petites boules derrière les feuilles. Ça peut prendre la forme totalement désordonnée au niveau d'un tronc ou du collet d'une plante. Et ça peut aussi prendre une forme chevelue ici sur un églantier. Et dans tous les cas, effectivement, on observe que le réseau mitochondrial a été déformé. Je n'ai pas trouvé d'image par microscopie électronique de la structure interne des mitochondries. J'en ai pour les cellules animales, mais pas pour les cellules végétales. Mais probablement, elles sont entre guillemets abîmées. La membrane interne ne doit pas fonctionner de la même manière, donc on va avoir un dysfonctionnement respiratoire, même chez les végétaux. Ces tumeurs sont induites par des bactéries comme Agrobacterium tumefaciens, rien que le nom est explicite. Voilà. Donc sachez que le même phénomène s'observe dans les végétaux. Ce qu'on appelle effet Warburg a un autre sens en agronomie, mais en tout cas on observe une déformation du réseau mitochondrial. Bien. Alors maintenant qu'on a vu ces deux grandes filières métaboliques, fermentation, respiration, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut moduler plus ou moins de glycolyse, plus ou moins de respiration. Une fois que vous avez couru très vite, vous aviez besoin de rattraper votre train, vous avez couru, après vous êtes en hyperoxie, vous suroxygénez, et le cycle de Cori va refabriquer du glucose à partir de l'acide lactique. Donc on recycle, et si on est en bonne santé, ça se recycle correctement. Maintenant, une fois qu'on a vu ces deux filières énergétiques, on va voir globalement quelle est la nature même du cancer. Alors déjà, au niveau mondial, la maladie au niveau mondial, on va voir est-ce que ça évolue positivement ou pas. Donc ces courbes m'ont été fournies par Mireille Suma, statisticienne, et elle nous montre pour 100 000 personnes le nombre de personnes qui meurent du cancer. C'est par 100 000. Et c'est standardisé, c'est-à-dire on ramène ça à la population globale, parce que c'est vrai que dans les grands pays, vous aurez plus de victimes, c'est vrai. Mais on va ramener ça à 100 000 habitants. Et par tranche d'âge, quand on est jeune, on a moins de chances d'attraper un cancer que quand on est âgé. Mais à un âge avancé, en fait, donc au-delà de 70 ans, on se rend compte qu'on meurt moins du cancer que dans les 5 années précédentes, 65-69 ans. Parce que le métabolisme ralentit à partir d'un certain âge, et même les tumeurs se développent plus lentement. Il y a des personnes qui ont 90 ans, on leur détecte une tumeur, on ne va pas les opérer, on ne va pas leur faire des traitements lourds, on va essayer de ralentir le développement tumoral du mieux qu'on peut, et c'est tant mieux. Parce que si une tumeur doit vous tuer à 250 ans, ce n'est pas la peine d'intervenir. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe qui va de 1961 à 2001, 2005, 2006 ? Eh bien, on voit un plateau surtout. Quelles que soient les tranches d'âge, on voit un plateau. Entre 70 et 2000, on va dire, ouais, 95, on a un plateau. Ça veut dire que la mortalité n'a pas baissé pendant des décennies. Il faut savoir qu'à partir de 1971, aux États-Unis, on a un grand plan anti-cancer et Richard Nixon, président des États-Unis, met je ne sais combien de milliards de dollars sur la table et dit dans 10 ans, le cancer sera vaincu. Bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et on peut même dire que dans les années qui ont suivi, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès techniques, indéniablement. Les chercheurs travaillent énormément, ils développent des méthodes d'investigation, de détection, pour soigner les gens qui sont extraordinaires,
Mais globalement, à l'échelle mondiale, le taux de mortalité standardisé n'évolue pas. Alors on voit une inflexion à partir de 95. On commence à voir l'effet de certaines thérapies ou peut-être l'effet de certaines préventions. On commence surtout à faire baisser le taux de cancer du poumon. Le premier cancer qui tue les hommes, c'est le cancer du poumon. Et la première cause de mortalité, toute maladie confondue chez les femmes, c'est le cancer du sein. Donc on doit s'attaquer préférentiellement à ces deux formes du cancer si on veut lutter contre la maladie. Et on se rend compte qu'en fait, c'est surtout les progrès réalisés dans ces deux types de tumeurs qui font infléchir la courbe. Mais globalement, on n'observe pas la courbe qu'on pourrait avoir quand on vainc vraiment une maladie où on a une décroissance exponentielle. Si vous regardez la coqueluche, par exemple, à partir du moment où vous avez un vaccin, boum, question d'hygiène et question de vaccin. Donc, il faut agir à toutes les échelles. Mais dans le cas présent, une légère inflexion, mais on ne peut pas dire qu'on ait vaincu le cancer. Et en particulier chez les plus jeunes, c'est encore plus désespérant. Il y a une légère baisse, mais la baisse est continue et elle ne semble pas être due à un événement particulier, à un résultat de recherche particulier. On ne sait pas très bien. Voilà. En tout cas, globalement, ça n'évolue pas très très bien. Sur un pays plus petit, c'est en Belgique, et sur une période plus courte, eh bien, le plateau, moi je vois plutôt qu'il monte un petit peu. C'est pour le cancer du sein. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on ait fait des progrès sur le terrain. On a sans doute fait des progrès techniques, mais est-ce que ça se traduit par une baisse de la mortalité? Pas vraiment. Est-ce que c'est pas dû, il y a une autre, pardon, il y a quand même, parce que dans le schéma, je ne vois pas s'il y a une augmentation ça n'a pas l'air de fonctionner. cancer. Une augmentation du nombre total. Ouais, Alors total de non, cancer, ce qui est montré en fait, donc ça peut il y a déjà plus de piles. la Non, c'est standardisé, c'est-à-dire c'est ramené à 100 000 habitants. Globalement, le nombre de cancers augmente. Mais aux États-Unis, sachez qu'il augmente plus vite que la population. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas tous les chiffres, mais depuis je ne sais combien d'années, on voit que la population augmente, c'est normal, mais le nombre de cancers augmente plus vite que la population. On peut dire que c'est lié à un vieillissement de la population, dans les pays occidentaux, c'est vrai. On peut dire que c'est lié à une meilleure détection aussi. Donc c'est très difficile de séparer les différentes causes possibles. Il y a des causes probables, meilleure détection sans doute, vieillissement de la population sans doute, mais globalement, les progrès techniques ne parviennent pas à éradiquer la maladie. On ne parviendra pas à l'éradiquer. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas éradiquer le cancer, mais on peut au moins atténuer ses effets et le circonscrire convenablement si on progresse correctement. Donc depuis 50 ans, ça se chiffre en centaines de milliards de dollars, les sommes investies dans le monde. Un nouveau médicament, comme Avastin, ça demande un certain coût pour le développer, faire les tests, tester les molécules, les essais thérapeutiques, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ça a coûté 2,25 milliards de dollars. Une firme pharmaceutique qui investit plus de 2 milliards de dollars dans un médicament, elle a besoin d'un retour sur investissement, sinon elle met la clé sous la porte. Effectivement, le coût de l'Avastin est très élevé. Aux États-Unis, c'est 100 000 dollars par an. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Donc on est dans un schéma économique avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique, et ce n'est pas leur jeter la pierre, c'est le mode de fonctionnement qui est comme ça, qui fait que les médicaments ont des coûts prohibitifs et les coûts de développement sont faramineux. C'est de la très haute technologie. Mais les gens veulent vivre, ils ne veulent pas de la haute technologie, ils veulent seulement vivre. Et ce modèle de développement n'est pas économiquement durable. On ne peut pas, un traitement à l'Avastin, c'est 3 ou 4 ans. Vous ne pouvez pas endetter vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, qui n'auront pas de maison, parce que vous avez voulu gagner 6 mois de survie. Dans quelles conditions? Ou 1 an de survie? Parce que ça ne vous donne pas 25 ans, ces médicaments. Hein. Donc, il y a un modèle de développement qui n'est pas durable. Et globalement, la solution, la conclusion, c'est que les patients sont captifs de ce système. Et je ne jette pas la pierre aux firmes pharmaceutiques. C'est tout un système, au niveau politique, au niveau éducatif, au niveau hospitalier, etc. C'est tout un système dans lequel on est entré, qui est de la haute technologie, et qui finalement a un effet assez faible quand on regarde les courbes de mortalité. Et globalement, moi j'en déduis que la lutte contre le cancer n'a pas de stratégie globale. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a des tactiques, on va utiliser l'immunothérapie dans tel type de cancer, donc c'est local, c'est à court terme, c'est du tactique, mais on n'a pas de stratégie à grande échelle
à l'échelle de la société, d'un point de vue économique, à l'échelle de l'environnement, au niveau de l'éducation. Aucune éducation à la santé qui permettrait aux enfants d'avoir, ou aux étudiants, pas forcément les petits, mais qui permettrait de comprendre quel est le problème. Et même les médecins ont des formations très spécialisées, cloisonnées, qui ne leur permettent pas de comprendre, par exemple, le rôle de la nutrition, de l'alimentation, sur le développement et les soins des cancéreux. Le développement du cancer et les soins des cancéreux. Voilà, donc pas de stratégie globale. Maintenant, sur le plan historique, la vision de la maladie a évolué. Au XIXe siècle, on considérait que c'était une maladie infectieuse parce qu'on avait des modèles de maladies avec des agents pathogènes. Donc on se disait, voilà, il y a un agent pathogène. Et effectivement, on a découvert ce qu'on appelle les oncovirus, des virus capables d'induire le cancer. Donc c'est en partie vrai. Il existe des agents pathogènes qui causent le cancer. Mais ce n'est pas toujours le cas. En 1924, alors j'ai mis 24, mais c'est dans les années 20, Otto Warburg formule sa théorie métabolique du cancer. Il observe que les cellules cancéreuses fabriquent beaucoup d'acide lactique. Il mesure la respiration des cellules et il comprend que le métabolisme des cellules est modifié, altéré. Elles font de la glycolyse, de la fermentation, plus que de la respiration. Elles favorisent la glycolyse. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on découvre l'ADN, ou la structure moléculaire de l'ADN. Il y a l'informatique qui apparaît dans les années 40, 50. Et là, on a des moyens de calcul et des modèles de pensée, des paradigmes qui sont hérités de l'informatique, qui vont faire qu'on va dire, en fait, il y a un programme dans la cellule, le génome, et la cellule applique ce programme pour fabriquer des protéines, des enzymes, etc. Donc on va avoir un modèle algorithmique de la cellule, et on va développer ce qu'on appelle la théorie des mutations somatiques du cancer. C'est-à-dire que le corps, soma, va subir des mutations, et l'accumulation de ces mutations, ça va induire le cancer. Donc si vous allez sur le site internet de l'Institut national du cancer aux États-Unis, ils vous disent le cancer est une maladie génétique, point, premier dogme, et c'est l'accumulation de mutations qui cause le cancer. Maintenant, il y a un problème en biologie, c'est que la notion de causalité n'est pas la même qu'en physique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des effets sans cause, ça veut dire que quand vous avez des boucles de rétroaction, eh bien, certains effets peuvent renforcer des causes. Et on ne sait plus quelle est la cause, quel est l'effet. C'est la poule et l'œuf. Donc dire voilà telle cause, ça n'a pas grand sens en fait. C'est un réseau de phénomènes qui se renforcent les uns les autres et qui font que le phénomène perdure. Mais dire voilà j'ai trouvé la cause première, je vous parlerai ensuite d'une expérience qui a été faite et dont la publication date de 1988 et qui met en doute la théorie des mutations somatiques sur le cancer. Il y en a beaucoup d'expériences, mais celle-là en particulier est vraiment criante. Dans les années 1960, un biologiste qui s'appelait Albert Szent-Györgyi, qui a eu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1937, explique qu'en fait c'est une modification de la cascade énergétique des électrons. On a vu que dans la chaîne respiratoire, là, dans la mitochondrie, les électrons se promenaient de molécule en molécule pour arriver finalement jusqu'à l'oxygène. Et ce qu'il nous dit en substance, c'est que si cette chaîne de transport électronique est modifiée, est altérée, ou si la membrane elle-même est altérée, les électrons ne parviendront pas à passer correctement jusqu'à l'oxygène. Et il explique le cancer comme étant un problème d'électronique. Il fait des analogies avec les semi-conducteurs. Les biologistes le regardent d'un œil étrange, et ces théories tombent un peu aux oubliettes, mais ça a un sens aussi. Il y a bien une modification du parcours des électrons dans le fonctionnement de la mitochondrie tumorale. Et au début du XXIe siècle, on a encore un autre regard, complémentaire des précédents, ce qu'on appelle la théorie de la désorganisation tissulaire, ou TOFT, Tissue Organization Field Theory. Au départ, il y a des expériences de Mina Bissell, biologiste américaine, qui démontrent qu'on peut revenir en arrière, transformer un tissu tumoral dans des tumeurs mammaires de la souris, le retransformer en tissu sain. Donc il y a une réversibilité, et elle y parvient en agissant sur la communication entre cellules. Elle ne regarde pas ce qui se passe dans les cellules, mais ce qui se passe dans la matrice extracellulaire. Donc elle dit, le cancer peut aussi être induit par une mauvaise communication entre cellules. Donc tous ces points de vue, que ce soit les électrons, les molécules, les gènes, la cellule, les enzymes, la matrice extracellulaire, etc., nous montrent qu'en fait, on peut avoir une lecture multi-échelle du cancer. Et c'est en joignant toutes ces échelles-là
qu'on peut avoir une carte du territoire un petit peu plus lisible. D'accord? Donc je ne vais pas faire toutes les échelles, moi je vais m'intéresser à l'aspect énergétique. Et si maintenant, non seulement on regarde les échelles spatiales, mais aussi les échelles de temps, on se rend compte que le phénomène cancéreux, c'est quelque chose de très ancien et qu'il a coévolué avec les sociétés cellulaires, ce qu'on appelle les métazoaires, c'est-à-dire les animaux, les organismes multicellulaires comme vous et moi, ou bien les métaphytes, c'est-à-dire les plantes avec plusieurs cellules. Bien. Cette coévolution, elle est très ancienne. À partir du moment où sont apparus sur Terre des organismes multicellulaires complexes, organisés, alors on avait au précambrien, il y a plus de 540 millions d'années, il y avait des êtres pluricellulaires, mais ils n'étaient pas aussi organisés que ceux du Cambrien, qui sont apparus il y a environ 540, 543 millions d'années, où vous avez une explosion de biodiversité, avec tous les principaux embranchements qu'on voit aujourd'hui, qui sont déjà présents il y a 540 millions d'années. Et beaucoup qui ont été élagués par la sélection naturelle, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et à partir du moment où vous avez des sociétés cellulaires complexes, eh bien vous aurez des cellules parasites. Dès que vous avez une société, vous avez des voyous. Dès que vous avez un organisme, vous avez des parasites. Et dès que vous avez un mode de fonctionnement organisé, social, vous avez des cellules qui vont, des individus qui vont ne pas jouer le jeu, qui vont sortir de la règle du jeu. Et c'est le phénomène cancéreux. C'est des cellules qui vont faire bande à part. Le problème, c'est que quand vous avez un petit voyou dans un coin, bon, un coup de bâton, tout va bien, quelques coups de bâton, mais quand les voyous commencent à s'organiser en mafia, là, c'est beaucoup plus difficile à éradiquer. Il faut faire intervenir l'armée. Donc on va voir comment faire intervenir l'armée contre la mafia oncobiotique, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Alors, quelques caractéristiques du cancer. J'aime bien ce diagramme parce qu'il nous dit beaucoup de choses et très peu à la fois. Il nous dit beaucoup de choses sur les différents aspects du cancer. Le fait que, alors pardon, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Le fait que les cellules n'ont pas besoin de messages de leur environnement pour proliférer. Elles émettent elles-mêmes leurs propres signaux de prolifération. Le fait qu'elles soient sourdes aux signaux d'arrêt de prolifération. Elles continuent sans écouter les cellules voisines. Le fait qu'elles puissent se reproduire sans limite, même si elles font des mauvaises photocopies. Vous avez déjà photocopié 500 fois le même document, ça ne ressemble plus à rien au bout d'un moment. Ben, c'est le problème des cellules qui continuent de se multiplier sans limite. Elles ont des dommages causés sur l'ADN. L'ADN subit beaucoup de dommages, des mutations. Elles subissent un stress oxydatif, il y a beaucoup de radicaux libres, et elles parviennent à supporter ces radicaux libres, alors qu'une cellule courante mourrait sous un tel stress oxydatif. Elles subissent un stress mitotique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mitoses, des séparations cellulaires en deux cellules bien symétriques, etc., en fait, ça peut être des mitoses multipolaires, avec des nombres de chromosomes aberrants, donc des mutations vraiment méchantes, enfin des transformations très méchantes, en mutation et en répartition des chromosomes. Un stress protéotoxique, c'est-à-dire que comme il y a de l'acidité, avec l'acide lactique, comme il y a des modifications de pH, eh bien les molécules, les enzymes vont être déformées, les protéines vont être déformées, ce qu'on appelle le stress protéotoxique. La modification métabolique, on l'a vu, beaucoup de fermentation, elles échappent à la surveillance immunitaire. Quand vous avez des voyous, vous avez remarqué qu'ils arrivent même à recruter des policiers parfois, ça s'appelle des ripoux. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez des cellules du système immunitaire qui font alliance avec des cellules tumorales, et là, ça devient extrêmement dangereux. Vous pouvez avoir des macrophages, qu'on appelle les TAM, les macrophages associés aux tumeurs, qui viennent autour de la tumeur, dans le stroma, dans le tissu environnant, et qui à un moment se dit son travail, c'est de manger une cellule tumorale, les cellules malsaines, les agents pathogènes, etc. Sauf qu'elles n'arrivent pas à digérer la cellule tumorale, et elles forment ce qu'on appelle un hybride, qui a à la fois la mentalité de la cellule voyou et les capacités d'action d'un macrophage, c'est-à-dire pénétrer les lignes ennemies, rentrer dans tous les tissus. Et là, c'est une catastrophe, ça fait des métastases. Donc, une des raisons possibles de l'apparition de métastases, c'est la fusion macrophage-cellule tumorale. Et il faut comprendre ce mécanisme pour lutter contre les métastases. La plupart des personnes qui meurent d'un cancer meurent en réalité de métastases. On va voir si le micro fonctionne, sinon je vais répéter la question, si ça ne fonctionne pas. Beaucoup plus fort, parce que même moi, j'entends pas. Vous connaissez le nom de ces cellules hybrides? Ça s'appelle des cellules hybrides. C'est des macrophages, mais c'est tellement bizarre. Ça se passe dans le stroma, cette fusion. Je pourrais vous donner une référence exacte sur le sujet, mais
c'est une hypothèse qu'il faut encore tester, mais on observe en tout cas dans les cellules métastatiques, on observe un phénotype de macrophage, c'est-à-dire qu'elles se comportent un peu comme des macrophages. Et c'est pour ça qu'on suspecte qu'il y a eu fusion macrophage-cellule tumorale. Et il faut comprendre pourquoi, comment bloquer cette fusion. Voilà, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la néo-angiogénèse. J'en ai parlé tout à l'heure quand je vous disais que l'embryon doit, enfin le blastocyte doit appeler à lui des vaisseaux sanguins pour alimenter le futur embryon et faire un bébé. Eh bien là, c'est pareil. Les tumeurs, grâce à l'acide lactique, vont attirer les vaisseaux sanguins et se nourrir. Ça les attire de manière anarchique, hein, c'est chaotique. Ce n'est pas des vaisseaux bien organisés. La néo-angiogénèse, c'est un peu désordonné. Et puis, on en a parlé, invasion du tissu et métastase. Alors voilà l'expérience qui pour moi est cruciale, une expérience cruciale, il y en a beaucoup, mais voilà une expérience cruciale pour tordre le cou à la théorie des mutations somatiques. Une cellule saine, si elle subit une mitose, si elle se divise en deux, elle va donner 2 cellules filles saines. Vous êtes d'accord? Si tout va bien, les 2 cellules filles sont saines. Inversement, une cellule tumorale, lorsqu'elle subit une mitose, elle va donner 2 cellules filles tumorales. On est d'accord? Bien. Et l'expérience simple en apparence sur le principe, mais assez complexe à réaliser, consiste à échanger les noyaux. Si la cause première du cancer est bien située dans le noyau, en mettant donc l'ADN, les gènes, le génome roi, si vraiment le génome est roi, en prenant un noyau de cellules tumorales et en le mettant à la place du noyau d'une cellule saine, donc on enlève le noyau sain d'une cellule saine et on met un noyau de cellules tumorales avec le programme abîmé, eh bien les 2 cellules filles devraient être tumorales, si le génome est roi. Inversement, si je mets un noyau sain, issu d'une cellule saine, à l'intérieur d'une cellule tumorale, dont j'ai enlevé le noyau abîmé, mais dont le cytoplasme est déjà lui-même abîmé par tout ça, eh bien, avec le bon programme, elle devrait fonctionner correctement, donner 2 cellules filles saines, d'après la théorie des mutations somatiques du cancer. Or, on observe exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous avez un noyau sain dans une cellule tumorale, les 2 cellules filles seront tumorales ou mourront parce qu'elles ne supporteront même pas ce transfert. Et inversement, si vous mettez un noyau tumoral dans une cellule saine, avec un cytoplasme normal, sain, eh bien les 2 cellules filles sont normales, malgré les mutations. Les mutations ne s'exprimeront pas forcément. Donc la théorie des mutations somatiques du cancer n'est peut-être pas aussi exacte, hein. En tout cas, il faut la moduler, pour être gentil. Cette expérience a été relatée par Jerry Shai en 1988. Voilà. Donc on a vu les 2 grandes filières énergétiques, glycolyse, oxydation, qui se succèdent hein, normalement, mais qui sont plus ou moins présentes selon la nature du tissu. On a vu un petit peu mieux ce qu'était le phénomène cancéreux d'un point de vue historique, le fait que ce soit une mafia de cellules voyous qui vont parasiter l'organisme, qui vont appeler vers elles l'énergie, qui vont pomper le glucose et qui vont faire de la fermentation, etc., et qui vont croître au détriment de l'organisme. Maintenant, on va rentrer, je ne dis pas dans le détail, mais on va voir encore plus à grande échelle les problèmes d'énergétique dans tout ça, ce qu'on appelle la bioénergétique. Une question oui préalable quand même. Donc en 98, ils se rendent compte que 88 que l'expérience aurait tendance à démontrer que ce n'est pas génétique et pourtant l'industrie pharmaceutique... ce n'est pas les mêmes échelles de temps, c'est pas il faut voir que ça se compte en milliards les travaux sur le... C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. Ce changement de paradigme a commencé il y a environ 25 ans. Dans les années 90, et je vais vous citer une autre expérience qui a été faite par alors elle est médecin, nutritionniste, elle était en oncopédiatrie à l'époque, s'appelle Linda Nebling, et elle occupe un poste très important à l'Institut national du cancer aux États-Unis. Et son expérience est vraiment marquante. Elle ne portait que sur 2 patients, 2 jeunes patients. Mais ça montre que les traitements métaboliques fonctionnent dans certains cas. Et donc, ça a été l'initiation d'une démarche de développement des traitements métaboliques. Mais il faut beaucoup plus de temps, il faut changer de génération pour changer de paradigme. Les médecins, les grands médecins ou petits médecins, tous les médecins, les biologistes, etc., qui ont été formés à une époque où on leur disait un gène code pour une protéine et le génome est roi,
Eh bien aujourd'hui, s'ils ont 50, 60 ans, qui sont très reconnus, etc., ils ne vont pas changer de paradigme. C'est très difficile de changer de paradigme. C'est la génération suivante, hein. C'est peut-être même pas la génération qui est formée actuellement, qui se dira que, ah oui, finalement, ça n'est pas tellement génétique. Il y a des problèmes génétiques, manifestement. On ne nie pas l'existence des mutations. Elles sont là. Mais est-ce que c'est le bon endroit pour agir? On peut en douter. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé le programme, encore faut-il qu'il s'exprime. Ce n'est pas parce que vous avez un livre avec des choses vilaines écrites dedans dans votre bibliothèque, hein, je ne vais pas citer de titre de livre, mais vous imaginez n'importe lequel dans lequel il y a des méchancetés écrites, ce n'est pas parce que vous avez ce livre dans votre bibliothèque que vous allez appliquer ce qui est écrit dedans. D'accord? Ce n'est pas parce que j'ai des recettes bizarres dans mon livre de cuisine que je vais forcément manger ce que j'ai dans mes livres de cuisine. Je choisis mes recettes. Ben ça, c'est le problème de l'épigénétique. C'est-à-dire que vous avez un programme, mais encore faut-il le lire et l'appliquer. Et l'épigénétique, ben, c'est tout ce qui est autour du noyau. Et le premier échelon de l'épigénétique, c'est dans le cytoplasme, ce que les mitochondries demandent au noyau de faire. Est-ce qu'on fait de la glycolyse? Est-ce qu'on fait de la phosphorylation oxydative, à la respiration, etc. Donc il n'y a pas que les gènes. Il y a aussi ceux qui demandent de lire telle ou telle partie du génome. Ou est-ce que le génome est lisible à tel endroit et pas à tel autre? Donc voilà, il faut moduler la théorie des mutations somatiques. Alors, revenons au problème de bioénergétique. Globalement, on a de l'énergie qui nous vient du Soleil, d'accord? Et puis, on a des molécules, enfin, on a des atomes au départ, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre, ce qu'on appelle les schnops, qui vont être les pièces de Lego avec lesquelles on va fabriquer toutes les molécules organiques. Alors bien sûr, il y a des atomes plus précis comme le fer, magnésium, etc., qui ont des rôles. Mais structurellement, ces atomes-là sont les plus importants. Et c'est l'énergie qui est donnée aux électrons qui va permettre de fabriquer des liaisons chimiques et des molécules complexes. Au début, la lumière qui vient du Soleil, c'est ultraviolet visible essentiellement. Mais quand elle repart de la Terre, c'est des quantas d'énergie plus petits, infrarouge, micro-ondes. Donc, on utilise des gros paquets d'énergie, c'est de l'énergie utilisable, on coupe en petits morceaux, ça se transforme, etc. Et à la fin, on a des petits paquets d'énergie qui ne sont pas utilisables par le vivant. OK? Ça, c'est ce que j'appelle la cascade énergétique des électrons. Et puis, à la fin, on rejette les photons. Et ce qu'il faut comprendre, ce phénomène, c'est un phénomène systémique, totalement général, à toutes les échelles, c'est que les flux d'énergie vont engendrer des cycles de matière. Vous avez entendu parler du cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'oxygène. Toutes les molécules, tous les atomes vont suivre des cycles sur Terre. Il peut y avoir des parties sédimentaires, par exemple le carbone peut être séquestré dans le pétrole, dans les carbonates de calcium, et puis des parties atmosphériques, le CO2 atmosphérique. Mais le carbone va suivre des cycles. C'est une propriété totalement générale en biologie. Vous avez des flux énergétiques qui vont engendrer des cycles de matière. OK? Bien. Et après, ces cycles de matière vont être de plus en plus complexes. Chaque fois que l'énergie peut passer par tel ou tel endroit, on va refabriquer des cycles. Et en fait, tout le fonctionnement d'un organisme vivant, bah, vous regardez aujourd'hui, vous regardez hier, vous n'avez pas tellement changé en apparence. C'est parce que le métabolisme fonctionne de manière cyclique. En prenant de l'énergie, vous avez mangé entre-temps, et puis vous évacuez des déchets. Donc on absorbe de l'énergie par alimentation, on relâche des déchets, de la chaleur, et on fabrique du tissu. Et ça, on entretient comme ça des cycles métaboliques. OK? Et ça marche à toutes les échelles. Ça marche à l'échelle de la cellule, comme à l'échelle de l'organisme, comme à l'échelle des écosystèmes. C'est un principe multi-échelle. Il faut savoir une autre chose, et petit à petit les pièces vont s'assembler, c'est qu'il y a 2 milliards d'années, il n'y avait quasiment pas d'oxygène sur Terre. Vous saviez ça? Oui, c'est les algues bleues. Voilà, ce sont des algues bleues vertes qui ont fabriqué ça il y a très longtemps. Et ce qu'on respire, en fait, c'est le déchet de ces algues. C'est le caca des cyanobactéries anciennes qui ont fabriqué cet oxygène. C'était un déchet. Et il se trouve que certaines cellules ont réussi à capter cet oxygène et à s'en servir pour leur propre métabolisme. Et parmi ces cellules anciennes, une vieille bactérie qui a fusionné avec un prokaryote il y a très longtemps, sur une vieille cellule, et ils ont fusionné, et ça a donné nos mitochondries. Ça ressemble vraiment à une structure de bactérie, la mitochondrie.
On sait que c'est une vieille bactérie qui a fusionné. Et cette endosymbiose, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble au bénéfice l'un de l'autre, un bénéfice mutuel, et l'un à l'intérieur de l'autre, eh bien c'est tout bénéfice, comme on dit, c'est-à-dire que ça permet à la fois à la cellule et à la mitochondrie de se perpétuer. Okay ? Mais ce contrat entre la cellule et la mitochondrie, il ne faut pas qu'il soit rompu. Si ce contrat interne à la cellule est rompu, la cellule ne respire plus correctement, parce que c'est grâce à la mitochondrie que la cellule respire. De même, si le contrat social entre les cellules est rompu, eh bien là, les cellules font bande à part et ça fait la mafia oncobiotique. Autre chose, il y avait tellement de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y a plus de 2 milliards d'années, que, en fait, enfin, il y a vraiment très longtemps, hein, c'était au tout début ça. Au tout début de l'apparition de la vie sur Terre, même bien avant 2 milliards d'années, il n'y avait pas encore les océans, on n'avait même pas de lumière. On ne pouvait pas faire de photosynthèse. Donc les premières formes de métabolisme n'utilisaient pas de photosynthèse, il n'y avait pas assez de lumière sur Terre, et n'utilisaient pas d'oxygène. Donc les gens qui étudient l'apparition de la vie sur Terre sont allés chercher quelles pouvaient être les formes les plus archaïques de métabolisme. Et ils ont des candidats, et il se trouve qu'un candidat plausible, c'est le cycle de Krebs, notre cycle respiratoire, dont j'ai montré juste un petit bout. En fait, c'est un cycle qui est très 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 ancien parce qu'il est commun à tous les êtres vivants. Plus c'est commun à un grand nombre d'êtres vivants, et plus c'est ancien. D'accord ? Eh bien, le cycle de Krebs, initialement, tournait à l'envers. Parce qu'il n'y avait pas d'oxygène, et il était en atmosphère réductrice, c'est-à-dire avec beaucoup de donneurs d'électrons. Et au lieu de tourner de manière catabolique, c'est-à-dire en cassant des grosses molécules pour en faire des petites, il tournait en sens inverse. Il prenait des petites molécules, il y avait beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, et il fabriquait des plus grosses molécules. Donc au début, on faisait de l'anabolisme, et aujourd'hui, les sociétés cellulaires font du catabolisme. Une fois qu'on a atteint sa taille adulte, on arrête de grandir. Et on ne fait que consommer de l'énergie, casser des grosses molécules. Voilà, donc on avait une atmosphère réductrice au tout début, et on avait un cycle de Krebs qui tournait en sens inverse. Voilà, et ça, c'est le cœur du métabolisme. Alors, ce n'est pas nécessaire pour comprendre le phénomène cancéreux, mais c'est intéressant pour comprendre que le phénomène cancéreux est quelque chose d'ancré dans l'histoire de la vie sur Terre. On peut donner des jalons, des dates. Il y a 2 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène. Il y a 3,8 milliards d'années, il n'y avait même pas de lumière qui atteignait le sol. Et donc, on utilisait d'abord des formes d'énergie chimiques, pas des formes d'énergie lumineuses. C'est des êtres vivants chimio-autotrophes. Alors qu'aujourd'hui, c'est grâce à la lumière qu'on fait de la photosynthèse. D'accord ? Les plantes, c'est les producteurs primaires dans nos écosystèmes actuels. Bon, je passe sur le problème de l'exokinase 2, on y reviendra après, c'est des questions techniques. Alors, je passe aussi sur les problèmes d'entropie. Retenez seulement que l'entropie, c'est une notion de désordre. On peut donner une formule mathématique précise, mais elle est inapplicable dans le cas du vivant. Donc, elle n'a pas grand intérêt aujourd'hui. Mais ce qui compte dans un organisme comme vous et moi, c'est d'avoir un bon rendement de biomasse organisée, c'est-à-dire de renouveler vos tissus correctement. Vous savez que quand vous prenez votre douche, vous avez de la desquamation de la peau, il faut renouveler les cellules de la peau. Le foie se renouvelle régulièrement. La membrane, enfin la paroi intestinale se renouvelle très rapidement, en quelques jours, d'accord, quelques heures même peut-être, je ne sais plus très bien. Donc ce renouvellement cellulaire, c'est la biomasse organisée qu'on doit sans cesse créer, et c'est ce qui fait qu'on reste en vie. Mais si vous faites de la biomasse qui est désorganisée, des tumeurs, ça ne va pas. On veut faire de la biomasse, faire de l'anabolisme, mais avec des tissus différenciés, des tissus organisés. Okay ? Donc il va falloir trouver comment favoriser la biomasse organisée au détriment de la biomasse désorganisée. C'est ce qu'on va voir dans la notion de rendement biologique. Alors, petit rappel de thermodynamique, hein, pour ceux qui ont eu un cours de thermodynamique, c'est un rappel, sinon c'est une nouvelle. Une machine thermique. Alors, un exemple de machine thermique, c'est par exemple une locomotive à vapeur. Vous avez une machine à vapeur comme ça, M, c'est une locomotive. Elle tire son énergie d'où ? De la chaudière de la locomotive, d'accord ? On met du charbon et ça chauffe, et on a de l'eau très chaude et de la vapeur très chaude. Bien. Et on va tirer une chaleur, une certaine quantité d'énergie calorifique, QC, par unité de temps, à chaque cycle par exemple. Et à partir de cette quantité d'énergie, QC, qui nous vient de la source chaude à la température TC, on va fabriquer de l'énergie ordonnée, organisée, du travail,
ce qui va faire avancer la locomotive, d'accord? C'est cette énergie qui vous intéresse. C'est le prix du billet, ça. Enfin, ce prix du billet. Non, le prix du billet, c'est surtout ce que vous payez, c'est aussi le charbon. Mais en tout cas, c'est ce qui vous intéresse dans le mouvement de la locomotive. Et puis, la différence, bah, vous allez le relâcher dans la fumée. C'est les déchets. C'est ce que vous allez envoyer vers la source froide, l'atmosphère. Donc ici, vous avez, je sais pas, moi, 200 degrés, par exemple, et là, 20 degrés. Donc il vous faut une source chaude, une source froide, et c'est le flux d'énergie de la source chaude vers la source froide qui vous permet d'organiser la matière, c'est-à-dire de la faire avancer à une vitesse que vous désirez. OK ? Et on peut définir un rendement. Le rendement d'une opération, en physique, en mécanique, en biologie, dans ce que vous voulez, c'est toujours le rapport entre ce qui vous intéresse et ce que vous avez payé. Ce qui vous intéresse, c'est W, et ce que vous avez payé, c'est QC. C'est tout le charbon que vous avez dépensé. OK ? Ben, le rapport W sur QC, c'est un rendement. Et il y a un grand théorème qui date de 1824, qui est dû à Sadi Carnot, et qui a étudié le rendement des machines à vapeur. Et il nous a démontré qu'en fait, le rendement était limité par 1 moins TF sur TC. Ça veut dire que si 1 moins TF sur TC, qui est strictement plus petit que 1, vaut par exemple 0,8, vous avez un rendement maximum de 80%. Vous ne pourrez jamais aller au-delà. Et c'est une loi fondamentale de la nature. Vous avez beau améliorer votre locomotive, votre carburant, tout ce que vous voulez, ça ne dépend que de la température de la chaudière et de la température extérieure. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans les musées, où la température dans la chaudière est égale à la température extérieure, bah, la locomotive n'avance pas. C'est normal, puisque le rendement maximal vaut 0 dans ce cas-là. OK ? Donc la puissance d'une locomotive, ça n'a pas de sens. C'est seulement le rendement maximal dans des conditions thermiques données qui a un sens. Alors, le rendement énergétique en biologie. Donc, on a un modèle de thermodynamique. Est-ce qu'on peut l'appliquer ou au moins le transposer en biologie? Bah, je vous ai dit, quand vous allez faire les courses, vous achetez je sais pas, des patates, des carottes, ce que vous voulez, ça vous apporte de l'énergie. C'est votre alimentation. C'est l'équivalent de votre chaudière. En tout cas, du charbon que vous allez mettre dans votre chaudière. Et c'est une forme d'énergie utilisable. Vous n'achetez pas des piles électriques pour... Non, ça ne vous nourrit pas les piles électriques. C'est de l'énergie, mais pas utilisable. Donc il faut une forme d'énergie utilisable. Vous allez en utiliser une partie pour réparer vos tissus. Et le reste, ça va faire deux choses. Soit de la chaleur, vous maintenir à 37 degrés, soit des déchets. Pipi, caca, sueur, etc. Et la conservation de l'énergie vous dit que l'énergie apportée, c'est le travail réalisé plus l'énergie rejetée. D'accord? Ça va, la conservation de l'énergie, c'est normal. C'est valable partout, même en biologie. Et le rendement, c'est le rapport entre le travail réalisé. C'est pas facile à chiffrer. Hein. Faut calculer l'énergie nécessaire pour fabriquer les molécules qui nous constituent. Il y a des biochimistes qui ont commencé à calculer ce qu'on appelle l'énergie libre de la biosphère ou l'énergie nécessaire à la fabrication d'une cellule à partir des molécules les plus simples. On peut faire une évaluation. C'est très complexe, mais on peut faire une évaluation. Et l'énergie apportée, bah, c'est tout ce que vous avez payé, c'est la liste des courses, quoi, les carottes, les patates, la viande, le fromage, etc. Bien. Et comme pour les machines thermiques, on a un rendement maximal, forcément. Il y a forcément des déchets et forcément de la chaleur, heureusement. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est pour s'approcher du rendement maximal théorique, bah, c'est de minimiser le désordre dans l'organisme. C'est-à-dire faire le plus de biomasse organisée et le moins de biomasse désorganisée. Alors, on peut mettre un petit peu en équation, entre guillemets, c'est une équation très simpliste, mais elle va déjà nous guider, cette formule. Donc, on a l'organisme en bleu qui a besoin de renouveler sa biomasse à un certain rythme, B. Et on a une certaine alimentation, A, riche en légumes verts, comme vous remarquez, c'est vert. Voilà. Donc, vous avez une alimentation, un flux d'énergie par l'alimentation, A. Ce flux d'énergie va se répartir en trois parties, la biomasse, la chaleur, C, et les déchets, D. Donc l'équation fondamentale, ça va être A égale B plus C plus D. Ça va, c'est pas trop dur? Bien. Chaleur et déchets inutilisables, bien sûr, par l'organisme. Alors on a ce phénomène-là dans tous les écosystèmes aussi. Un écosystème très simple, enfin, en tout cas modélisé de manière simple, vous avez le soleil, ici présent, qui apporte de l'énergie aux plantes. Les plantes respirent. Alors, cette flèche, enfin, ce petit trait vers le bas veut dire que ça, c'est perdu. C'est la respiration, c'est l'énergie perdue par respiration des plantes. Et puis, elles vont transmettre
de l'énergie vers d'autres écosystèmes. Là, on regarde un petit écosystème, par exemple dans un estuaire ou dans une forêt. Alors, j'ai pas mis de... Il n'y a pas d'herbivores, donc c'est vraiment simplifié. Hein. On pourra mettre un petit compartiment herbivore quand même pour manger les plantes. Là, les plantes donnent directement des détritus. Les détritus sont consommés par les bactéries sont consommées par les détritivores sont mangés par les carnivores. Les carnivores, apparemment, ils n'aiment pas trop, il n'y a pas de végétariens, j'allais dire, d'espèces qui mangent les plantes. Donc, par contre, ils vont donner des détritus, les crottes de carnivores. Et tout ça, ça fait des cycles. D'accord ? Je vous ai dit, en biologie, ce qui compte, ce sont les cycles. Ce sont les cycles qui perdurent. Et un écosystème, la structure d'un écosystème, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle, c'est toujours par ces cycles qui perdurent. Après, vous pourrez remplacer les plantes. Hein. Vous pouvez remplacer une espèce par une autre espèce de plante, ça ne changera rien. L'écosystème sera présent. Éventuellement, les flux d'énergie seront modifiés, mais on peut parfois les mesurer. Dans certains écosystèmes, là, je ne sais plus quel écosystème c'était, on peut faire des mesures exactes de la quantité d'énergie qui passe par an de tel compartiment à tel compartiment, etc. Bon. Revenons à nos moutons, où vous avez un organisme ici qui doit renouveler sa biomasse. Et supposons qu'il y a un problème, il y a une partie de la biomasse qui est désorganisée, il y a une tumeur, qui est le petit point violet ici. Alors, le flux de biomasse, la fabrication de nouvelles biomasses, va être décomposé en deux. Vous allez avoir une biomasse organisée en bleu ciel et une biomasse désorganisée en violet. Et ce qui nous intéresse, c'est d'augmenter le rendement BO sur B. Vous voulez réparer vos tissus, vous ne voulez pas nourrir la tumeur. Donc comment faire énergétiquement pour favoriser le rendement de biomasse organisée? Donc BO, si vous êtes un adulte, votre biomasse organisée, elle se renouvelle à un rythme constant, vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas trop rapetisser non plus, j'espère. Mais en tout cas, BO est constant. C'est-à-dire qu'on a un renouvellement régulier de nos tissus, intestin, peau, foie, etc. Donc le numérateur est constant. En revanche, le B, lui, qui est au dénominateur, ça dépend de ce qu'on mange, ça dépend de la chaleur qu'on rejette et ça dépend des déchets qu'on rejette. Et d'après l'équation A égale B plus C plus D, B c'est A moins C moins D. Donc si je veux augmenter le rendement, BO sur A moins C moins D, je dois diminuer le dénominateur. D'accord? Donc voilà pourquoi certaines thérapeutiques utilisent des régimes hypocaloriques. C'est parce que l'alimentation apparaît au dénominateur de la fraction. Et donc en réduisant l'apport d'énergie par l'alimentation, on a des chances, je ne dis pas que c'est systématique, mais on a des chances d'augmenter un peu le rendement de biomasse organisée. On nourrira moins la biomasse désorganisée. Et comme il y a un signe moins pour C et pour D, il va falloir augmenter la chaleur et augmenter les déchets. Alors comment on fait pour augmenter la chaleur? Il faut réparer les mitochondries, puisque c'est là que se produit la chaleur. Et effectivement, dans les tissus tumoraux, les mitochondries sont abîmées. Elles ne fonctionnent pas correctement, en tout cas elles ne respirent pas suffisamment. Donc il faut relancer la respiration. Donc réduire l'apport calorique, relancer la respiration, éliminer les déchets, comment on fait? Boire beaucoup, faire du sport, favoriser l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules qui fonctionnent mal. Et pour ça, on peut agir au niveau biochimique pour favoriser l'apoptose, etc. On connaît les signaux apoptotiques, comment les engendrer. Enfin, pas n'importe comment non plus, mais bon. Donc voilà, on a une petite fraction qui, de manière extrêmement naïve, découle du bilan énergétique et nous donne déjà des pistes. Et de fait, certaines thérapeutiques les utilisent. Donc, diminuer l'alimentation, jeûne thérapeutique, ce qui s'appelle régime cétogène hypocalorique, c'est important. Dans son livre, Thomas Seyfried, qui est biochimiste et qui a fait des expériences sur les souris, dit très précisément que si vous donnez à manger les meilleures choses du monde, mais en quantité quelconque, à des souris qui ont des tumeurs, ça n'aura pas l'effet escompté. Il faut donner les bonnes choses, mais en quantité limitée. Et un régime hypocalorique, dans ce cas-là, c'est réduire des 3/4. On ne prend que 600 calories ou 500 calories pour un adulte, alors qu'on est à 2400, 2500 par jour. Donc c'est vraiment restreint, c'est un régime, il faut un nutritionniste, ça ne se fait pas comme ça. C'est un certain travail. Voilà, alors réparer les mitochondries. Il y a des médicaments qui relancent la respiration dans la mitochondrie. Je vais en citer quelques-uns, sans entrer dans les modes d'action, dans le détail biochimique que je ne connais pas, mais au moins on sait qu'il y a des molécules qui sont non toxiques,
qui permet de relancer la respiration cellulaire. Éliminer les déchets, détoxication, le sport, l'activité physique. Il ne faut pas être sédentaire. Il faut éliminer par la sueur, il faut éliminer avec un bon transit intestinal, etc. Tous ces moyens, en fait, c'est éliminer l'entropie, éliminer le désordre. Donc ce que j'ai présenté comme étant un problème de rendement, on peut parler d'entropie. Je n'aime pas trop utiliser le terme d'entropie en biologie parce qu'on marche sur des œufs, mais en tout cas, c'est éliminer des déchets. Et c'est le principe fondamental du maintien de la vie. On doit éliminer l'entropie. Allez lire le petit livre d'Erwin Schrödinger qui s'appelait « Qu'est-ce que la vie ?», où il vous dit un système vivant se maintient le plus loin possible de l'équilibre thermodynamique en éliminant sans cesse l'entropie. C'est simplement ça. Sauf qu'il se garde bien d'écrire la moindre formule d'entropie, parce qu'on ne peut pas, dans ce cas-là. Alors, éliminer l'entropie. Ah, un point important, l'eau métabolique. Je vous ai déjà dit, si vous menez la respiration jusqu'au bout, vous fabriquez de l'eau métabolique, H2O plus CO2, et vous diluez les déchets. Si vous arrêtez à la fermentation, à la glycolyse, il n'y a pas assez d'eau métabolique, vous ne diluez pas suffisamment les déchets. Et puis, vous concentrez aussi les radicaux libres. H2O2, c'est le peroxyde d'hydrogène, c'est le principe actif de l'eau oxygénée. H au point, c'est extrêmement réactif. Dans la seconde, ça va piquer un électron au premier venu. Et O2-, l'ion oxygène, qui n'est pas du tout stable, pareil, qui va être extrêmement réactif et qui va abîmer le génome, les protéines et tout ce qui traîne, tout ce qui arrive dans le quartier. Et en fait, le vieillissement, avec l'âge, on voit que la peau est déshydratée. Le vieillissement, c'est une baisse du rendement métabolique et donc une baisse de la production d'eau métabolique et une déshydratation. Donc il faut favoriser le métabolisme pour ne pas vieillir trop vite. Et la chaîne respiratoire, alors sans entrer dans le détail moléculaire de la chaîne respiratoire, elle ne fonctionne pas de la même manière. Parce que la membrane est abîmée, parce que les molécules elles-mêmes sont abîmées, ou au moins transformées. Et on voit qu'il y a, ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans quelques secondes, voilà, hop. Donc, problème de transfert d'électrons jusqu'à l'oxygène. Bon, armé de ces idées-là, quelles sont les pistes thérapeutiques? On a vu déjà que, retenez déjà entre les deux types de courses, le coureur de 800 mètres, le coureur de marathon. Déjà, si vous avez ça en tête, vous avez une idée essentielle. Donc, le cycle de Krebs, j'en ai parlé. Ça va fabriquer des ions H+, des électrons, etc., qui vont rentrer dans la chaîne transport électronique. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ça fait des radicaux libres. Mais on peut traiter les radicaux libres, c'est-à-dire les absorber avec certaines molécules. Il y a des molécules très simples. Il va me rendre l'écran dans quelques secondes. Il y a des molécules très simples, comme le dioxyde de chlore ou le bleu de méthylène, qui favorisent la respiration cellulaire. Je ne vais pas vous donner des doses ou des protocoles, etc. C'est testé par des malades, ça. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui disent au médecin « Ah, mais moi, en plus de vos médicaments, je prends ça, je prends ça, je prends ça, parce que j'ai compris que ça favorisait la respiration cellulaire, etc. » Et on observe qu'effectivement, ils vont mieux en prenant certains types de médicaments. Respirer, respirer, respirer. C'est des molécules non toxiques, à faible dose, bien sûr. Toute molécule devient toxique à haute dose. On connaît les doses où elles sont non toxiques, on connaît leurs interactions, donc on sait avec quoi ne pas les mélanger. Et les personnes qui suivent des traitements vraiment individualisés contre le cancer et qui se maintiennent en vie pendant de nombreuses années, utilisent un cocktail de molécules simples, non toxiques, sans interaction néfaste. Après, chacun a ses recettes, je ne vais pas vous les donner, je ne les connais pas, mais vous avez de nombreux témoignages sur Internet, dans des vidéos, dans des livres, de personnes qui ont utilisé tel et tel traitement, tel et tel aliment. Alors, limiter les radicaux libres, là c'est tout un débat sur les radicaux libres. Le corps, normalement, se protège des radicaux libres. Il y a des molécules, on appelle les glutathiones, qui nous protègent des lésions, de ces radicaux libres. Mais ça entraîne des lésions. Alors, il y a aussi une stratégie qui consiste à dire, puisque les cellules saines peuvent encore se protéger, elles ont un capital de protection contre les radicaux libres, peut-être que les cellules tumorales, elles sont la limite de ce qu'elles peuvent supporter en radicaux libres, et en forçant un petit peu la production de radicaux libres, on peut peut-être les abîmer, les tuer. Et c'est effectivement ce qui est observé. Alors, il y a un article d'une équipe de Japonais de 2015 alors je ne sais plus de quelle manière, ils parvenaient à rapprocher les mitochondries au sein de la cellule, alors que dans une cellule tumorale, elles vont plutôt se répartir d'une certaine manière. Et à un moment, je ne sais plus par quel moyen, ils parvenaient à faire se rapprocher et à fusionner les mitochondries. Et en fusionnant
la production de radicaux libres était tellement élevée que la cellule claquait. On peut induire ce phénomène apparemment aussi avec de l'oxygène hyperbare. En Floride, à Tampa, c'est Dominique D'Agostino, qui est physiologiste et qui est plongeur aussi, et qui utilise l'oxygène hyperbare pour les patients, avec des protocoles précis, qu'il connaît, qu'il a mis au point par ses connaissances en plongée. Il sait qu'on va pouvoir utiliser l'oxygène hyperbare de telle et telle façon, et induire la mort des cellules tumorales. Et il a dit, effectivement, on observe, il met son microscope dans le caisson hyperbare, donc ce n'est pas forcément le patient, mais c'est le microscope avec les échantillons, et il filme en temps réel, sous pression d'oxygène élevée, le comportement des cellules tumorales. Et il dit, on les voit éclater. Donc après, il faut mettre au point un protocole pour utiliser l'oxygène hyperbare. Ce n'est pas une arme fatale, ce n'est pas le magic bullet, il n'y a pas de magic bullet, mais ce sera une des nombreuses armes dans la guerre contre le cancer. Voilà. Voilà, donc ce que je disais, un excès temporaire et limité de radicaux libres peut aussi porter le coup de grâce aux cellules tumorales, à explorer. C'est les travaux de Dominique D'Agostino que vous pouvez retrouver dans la littérature. Et voilà. Donc favoriser la respiration cellulaire. Est-ce qu'on pourrait faire carrément un transfert de mitochondrie? Ça, c'est un rêve. Alors, carrément amener des pièces détachées, carrément la mitochondrie entière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous voulez réduire la glycolyse, il va falloir réduire l'apport de glucose. Parce que, souvenez-vous du marathonien, il s'entraîne à utiliser les lipides. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de courir plus de 30 km, mais au bout de 30-35 km, votre foie cesse de libérer le glycogène. Les réserves de glycogène arrivent dans le rouge. Et il doit utiliser les réserves restantes pour le système nerveux central. Donc on a un système d'alerte qui nous dit stop, plus de glycogène à transformer en glucose pour le sang et pour les muscles. Ça veut dire maintenant les muscles, vous vous débrouillez tout seul. Et l'entraînement du marathonien consiste précisément à faire des réserves de lipides dans les muscles pour pouvoir utiliser des lipides à la place du sucre. Alors c'est moins efficace, ça va moins vite, mais un marathonien bien entraîné ne voit presque pas la différence lorsqu'il passe le mur et qu'il utilise les lipides majoritairement. Mais c'est très difficile, la course commence au 35e kilomètre en fait. Les 35 premiers kilomètres, vous êtes content, vous avez de l'énergie, ça vient du foie, tac, 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 vous avez tout brûlé. Au bout de 30-35 bornes, moi j'avais un copain, c'était à 25 bornes, le pauvre, donc il avait 17 kilomètres, c'était très très dur pour lui. Bon. Et puis un bon entraînement, ça vous permet peut-être d'aller moins vite au début et de mieux étaler l'utilisation de vos réserves de glycogène. D'accord? Donc il faut jouer au niveau nutritionnel sur cette information. Il faut utiliser cette information, le fait qu'il faut favoriser le métabolisme des lipides pour le traitement du cancer. Et de fait, les traitements cétogènes, les régimes cétogènes hypocaloriques utilisent à peu près 5% de glucides. 5% de l'énergie est apportée par les glucides, c'est quasiment rien. C'est les glucides résiduels des légumes. Si vous n'aimez pas les brocolis, il va falloir vous y mettre. Voilà. Donc les glucides viennent essentiellement des légumes, il n'y a rien de sucré, ils ne prennent pas de sucre, pas de pain, pas de pâtes, pas de pommes de terre, pas de féculents, pas de céréales, tout ça. Bon, suivi par un nutritionniste, hein, ce n'est pas facilement. Je ne vous dis pas rentrez chez vous, faites ça, c'est très dur. Et par contre, ils vont manger beaucoup plus de lipides en fraction. Et des bons lipides. Pas n'importe quoi, pas des graisses cuites n'importe comment, à haute température, pas des huiles frelatées, hydrogénées, etc., des choses industrielles, que des choses naturelles. D'accord? Donc je ne vais pas vous faire une liste des courses pour ce soir, mais voilà, il faut augmenter l'apport de lipides en proportion. Alors on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un acide aminé qui pouvait fermenter, c'est la glutamine. Et c'est un acide aminé dont on ne peut pas se passer, il est partout dans toutes nos protéines. Donc Thomas Seyfried, biochimiste à Boston College, a mis au point un protocole qui s'appelle le protocole PRESS-PULSE. PRESS, ça veut dire on va baisser l'apport glucidique en continu, et le corps va apprendre à utiliser les cétones, c'est-à-dire des molécules dérivées du métabolisme des lipides. Et périodiquement, à intervalles réguliers, on va donner un médicament qui va bloquer la glutamine. Et là, il observe que les tumeurs les plus agressives, comme le glioblastome multiforme, cancer du cerveau, les cancérologues l'appellent Terminator, c'est un truc horrible. Eh bien, il parvient à réduire la taille des glioblastomes. Et les médecins sont effarés parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Vous pouvez envoyer les rayons que vous voulez, pouf, ça repart. Vous pouvez faire la chirurgie que vous voulez, pouf, ça repart.
Et au bout de 12 mois, vous dites rentrez chez vous, on ne peut plus rien pour vous. L'espérance de vie du glioblastome multiforme n'a pas progressé depuis 100 ans. Les publications des années 20 nous donnaient une espérance de vie, je crois, entre 11 et 14 mois pour les patients atteints de glioblastome. On faisait une résection, on enlevait, on ne faisait même pas encore de radiothérapie, on n'osait pas trop sur le cerveau à l'époque peut-être. Peut-être un peu de radiothérapie, résection, mais on n'utilisait pas de chimiothérapie encore dans les années 20. C'est après la Seconde Guerre mondiale que c'est arrivé. Et aujourd'hui, l'espérance de vie d'une personne atteinte d'un glioblastome multiforme, c'est autour d'1 an. Ça n'a quasiment pas progressé, pas de manière significative. En presque 100 ans, on n'a pas fait de progrès significatif sur le traitement du glioblastome. Thomas Seyfried a publié un article il y a 1 an, en novembre 2018, dans lequel il appelait le corps médical à modifier le standard de soins. Il dit qu'il faut sortir du protocole résection, chimiothérapie, radiothérapie, parce que vous allez léser les tissus environnants, vous allez libérer la glutamine, parce que la glutamine et la glutamate sont parfaitement contrôlées dans le cerveau. Et si vous lésez ce cycle-là, ce processus d'équilibre, vous allez libérer de la glutamate et le glioblastome va s'en nourrir allègrement. Donc il faut surtout préserver le tissu environnant et traiter le patient avec un régime cétogène hypocalorique. Et puis toutes sortes de molécules qui vont favoriser la respiration cellulaire. Et là, il obtient des résultats bien meilleurs. Mais c'est un protocole de soins totalement différent du protocole officiel. Il a publié son article il y a 1 an. On en parle encore dans les chaumières. Bloquer la glutamine, c'est important. Relancer l'activité mitochondriale. Donc Laurent Schwartz, avec qui j'ai conçu l'exposition, lui avait recherché des molécules pour relancer cette activité mitochondriale, la respiration, et s'est rendu compte que l'association, il faut vraiment les mettre ensemble, l'association d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate qui agissent sur des enzymes précises du fonctionnement de la cellule, permettait de relancer l'activité mitochondriale et de réparer et de redonner un peu plus de survie aux patients de manière significative. On peut aussi inhiber la glycolyse avec un imposteur, une molécule qui va se faire passer pour du glucose, mais qui n'est pas du glucose, le 2-désoxyglucose. Ça ressemble au glucose, mais ce n'est pas du glucose, c'est du Canada Dry de glucose, on va dire. Et effectivement, ça va mettre une molécule qui ne va pas pouvoir être complètement métabolisée et qui va bloquer la glycolyse. Un autre moyen d'intervenir, c'est de bloquer la première enzyme de la glycolyse, qu'on appelle l'exokinase. C'est la toute première étape de la glycolyse ici, qui va fabriquer du glucose 6-phosphate à partir du glucose. Ça va simplement phosphoryler la molécule de glucose. Bon. Et c'est une chercheuse coréenne qui s'appelle Young-Hae Ko, qui dans les années 80-90 avait travaillé sur le 3-bromopyruvate pour inhiber l'exokinase. Alors l'histoire de cette molécule est poignante parce qu'en fait, elle avait étudié d'abord, bien sûr, in vitro, puis sur des souris, et s'est rendue compte que malgré le nom, quand vous mettez bromo, ça risque d'être très toxique. Un organo-halogéné a des forts risques de toxicité. Et son directeur de recherche avec lequel elle travaille à l'époque, Peter Pedersen, qui est un des grands spécialistes mondiaux du fonctionnement de la mitochondrie, disait mais non, tu vas tuer les cellules, tu vas tuer l'environnement, c'est pas sélectif en plus à tout. Elle dit on essaye. Et ils essayent et en fait c'est sélectif. Ça va tuer spécifiquement les cellules tumorales. Assez étonnant. Ils sont surpris par la sélectivité, par la spécificité de la molécule. Bon, ils ont ça, mais ils n'ont pas de patients à traiter encore. Et un jour, ils reçoivent un appel de Hollande, je ne sais plus quelle année, début des années 2000, Monsieur Verhoeven qui leur dit voilà, mon fils est très malade, il a 16 ans, cancer du foie, inopérable, on ne peut pas lui changer le foie, il y a trop d'atteintes, métastases et tout. Je vous paye le billet, vous venez en Hollande, vous faites quelque chose, on fait un essai. Elle arrive en Hollande avec. Alors, le 3-bromopyruvate, vous achetez ça dans le commerce le traitement complet a dû coûter $100. Hein. C'est rien. C'est le prix de la boîte, quoi. C'est le prix du transport. Donc, elle vient, elle arrive en Hollande. Ivar Verhoeven est gravement malade, je ne vous décris pas la scène. Et elle ne sait pas encore quelle dose administrer à un être humain, un adolescent en plus. C'est vraiment essai-erreur. Hein. Mais le père dit faites quelque chose. Elle fait un calcul de dose, elle essaie. Le gamin survit, quelques jours ça va, il reprend un peu conscience, ça va mieux. Et au bout de quelques jours, il dit j'ai faim. Il ne pouvait plus manger depuis des mois, intraveineuse, etc. Il était archi malade. Il dit j'ai faim. Il continue le traitement et on passe le PET scan quelques mois après peut-être. Plus de traces.
il était guéri du cancer grâce aux 3BP, 3-bromopiruvates. C'est le seul cas connu à ma connaissance. Après, il a été utilisé un peu à tort et à travers. Il y a eu des personnes qui n'ont pas suivi un protocole précis. Il y en a qui sont morts, ça. Mais on n'a pas d'essai thérapeutique réel sur les humains du 3BP. Il n'y aura pas d'argent à gagner. Hein. Donc voilà, il est là le problème. Mais les patients peuvent l'utiliser pour eux-mêmes. Il faut trouver simplement une prescription. Il faut que quelqu'un vous mette l'ordonnance. Allez, prenez du 3BP, mais ça vaut risque et péril. Parce qu'il n'y a pas de protocole officiel. Donc voilà, et ça va bloquer une enzyme précise qu'on appelle l'exokinase 2 qui est surexprimée dans le cas des cellules tumorales. Alors les limites de la chimiothérapie, tout le monde les connaît, hein, c'est un secret de Polichinelle, on a tous vu des patients, il y en a parfois même des patients qui viennent ici, qui ont subi des chimiothérapies. On sait que ça va donner une espérance de vie, ça vous met dans un tel état que ça abîme énormément l'organisme, ça prolonge peu l'espérance de vie en général. Dans certains cas, ça peut être très efficace chez les jeunes, parce que le métabolisme est très actif, et là, on peut vraiment sauver des vies. Mais à un âge avancé, ça devient de moins en moins efficace. Voilà, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche bien sûr, mais parfois à un prix très élevé. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions de survie très difficiles. Parce qu'elle lèse les mitochondries, elle renforce la glycolyse, elle abîme les tissus environnants, ça favorise l'inflammation, ça amène des facteurs de croissance, ça vous relance dans des spirales qui ne sont pas thérapeutiques. Et une hypothèse qu'émet Thomas Seyfried, c'est que finalement, il se peut que l'effet de certaines chimiothérapies, pas toutes, mais certaines chimiothérapies, le principal effet, soit lié au fait que ça vous dégoûte tellement de manger que ça vous met en régime hypocalorique et qu'en fait, c'est le régime hypocalorique qui vous guérit. Or, c'est audacieux comme hypothèse. Mais peut-être qu'au lieu de comparer une chimiothérapie à un placebo, il faudra peut-être déjà la comparer à un jeûne, c'est-à-dire une restriction calorique. C'est peut-être ce standard de soins qu'il faudra avoir sur cette référence plutôt que des placebos ou des choses comme ça. Voilà. Alors l'indice glucose-cétone, oui, ça je rentre un peu dans le détail du régime cétogène. Le régime cétogène, ça consiste à favoriser l'utilisation des cétones au détriment du glucose. Et pour savoir si on est en cétose thérapeutique, on fait une mesure de la concentration sanguine en glucose et en cétone. Il y a principalement deux molécules de corps cétoniques qui interviennent, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétoacétate. Malgré ces noms barbares, en fait, c'est des molécules très simples, même plus petites que le glucose. C'est des petites molécules butyrate, il y a 4 atomes de carbone. Et ce qui est intéressant, le point important, il y a beaucoup de points importants, mais celui-là, il faut le retenir, c'est que les cellules saines peuvent se contenter des corps cétoniques. On va vous dire, ouais, mais si vous ne mangez pas de glucides, eh ben, votre cerveau, vos neurones, eh ben, ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas de glucides. C'est grossièrement faux. On a été sélectionnés pendant des centaines de milliers d'années pour survivre à des périodes de disette. Mettez-vous à la place de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui n'avaient presque rien à manger en hiver. Ils avaient des petites réserves, ils avaient un petit bourgeon de temps en temps, mais ils n'avaient pas un paquet de chocobéennes dans le cartable. Donc, on ne peut pas affirmer qu'en absence de glucides, on tombe dans le coma. Il y a des personnes qui supportent plus ou moins bien l'hypoglycémie, je suis d'accord. Mais globalement, l'espèce humaine a survécu dans des périodes de disette, et c'était même un bon moyen de détoxiquer le corps. Parce que c'est ce qui permettait de favoriser l'apoptose, l'autophagie, l'élimination des déchets, etc. Donc, les périodes de jeûne intermittent sont bonnes pour la santé. Et manquer de glucides, ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout quand on voit les ravages du sucre en général et des glucides, tous glucides confondus même. Et ça doit être hypocalorique, je vous ai dit. Je ne rentre pas dans les détails, mais on se rend compte sur les souris que si vous nourrissez ad libitum avec un régime cétogène, ça ne fonctionne pas. Il faut baisser la fraction calorique. C'est le A de ma fraction tout à l'heure. Et l'indice glucose-cétone, c'est la concentration en glucose divisée par la concentration en cétone. C'est les corps cétoniques dont les principaux sont BHB et acétoacétate. Voilà. Et les effets sont remarquables. La première à avoir testé ça, c'était Linda Nebling. Elle était jeune médecin dans 1995. Elle a publié le résultat de ses expériences. Elle avait 2 patients très jeunes, hein, une petite fille de 3 ans qui avait un gliome, je crois, et une petite fille de 8 ans et demi qui avait un autre type de tumeur, je ne sais plus laquelle. Les traitements ne fonctionnaient pas, c'était vraiment en dernier recours. Les parents disent on va essayer autre chose. Et à ce moment-là, elle décide de les mettre sous un traitement qui était plutôt utilisé contre l'épilepsie et qui
arrivait à avoir des bons effets sur les patients épileptiques, surtout les jeunes épileptiques. Ça espaçait les crises d'épilepsie et ça atténuait l'ampleur des crises d'épilepsie. Et elle a testé le régime cétogène, hypocalorique déjà à l'époque, sur ces jeunes patients, et dont on a vu l'état de santé vraiment s'améliorer, au grand étonnement des médecins qui utilisaient rayons, chimio, opérations, l'artillerie lourde. Voilà. Alors, perspective thérapeutique, est-ce qu'on peut finalement vraiment couper l'apport de cétone, c'est-à-dire le peu de cétone qu'elles parviennent à consommer, est-ce qu'on pourrait vraiment carrément fermer le robinet? C'est une piste thérapeutique. Est-ce qu'on pourrait régénérer les mitochondries? Comment le faire? Par quel type d'alimentation? Tout ça, c'est des recherches en cours. Hein. L'activité sportive, je vous ai dit, l'élimination des déchets. De plus en plus, dans l'approche globale du traitement du cancer, on met dans les hôpitaux des activités sportives, des activités physiques pour forcer les gens à se dépenser. Alors, une recherche qui, pour moi, est à redémarrer à zéro, c'est l'action des champs électromagnétiques, parce que les recherches qui ont été menées il y a plusieurs décennies n'ont pas été faites de manière sérieuse, mais on peut se poser la question, est-ce que le champ électromagnétique peut rétablir un certain état de fonctionnement correct des mitochondries? L'hyperthermie, on s'est rendu compte que, effectivement, les cellules cancéreuses résistent à un stress énorme, mais il suffit parfois de donner le petit coup de pouce, par exemple augmenter légèrement la température pour que là, elles se disent stop, je ne tiens plus. La tumorigénèse, c'est en 2 étapes. Une première étape, c'est l'accumulation d'un stress cellulaire global. Stress oxydatif, stress génétique, stress protéotoxique, stress thermique, toutes sortes de choses. Et ces différentes formes de stress, si la cellule parvient à mettre sur place des mécanismes de survie à ces différents stress, si elle apprend à survivre dans cet environnement stressant, alors elle va devenir cancéreuse. Mais la plupart des cellules ne survivent pas au stress oxydatif, par exemple. Elles meurent d'apoptose normale, terminée. Et là, si la cellule parvient à survivre malgré ce stress, si elle accumule le stress, qu'elle parvient à survivre, eh bien après, elle vit sa vie de cellule voyou et elle a complètement oublié la vie en société. On a parlé de l'oxygène hyperbare aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les travaux qu'on a fait en génétique, ce n'est pas en vain, hein, c'est que ça permet d'individualiser les traitements. Vous pouvez avoir un traitement métabolique, mais individualisé grâce aux connaissances de votre génome. C'est-à-dire, est-ce que vous digérez mieux ceci que cela? Est-ce que telle enzyme, vous en avez suffisamment ou pas suffisamment? Est-ce que telle substance va être métabolisée en donnant des choses que vous n'allez pas pouvoir éliminer, etc. Donc on va personnaliser le traitement métabolique à chaque patient. C'est pour ça que c'est complexe. Alors conclusion de la conclusion même, on a vu que le cancer était une pathologie mitochondriale, que les mitochondries ont un rôle central dans le problème du cancer, et que ça altérait tout le métabolisme de l'écosystème cellulaire. Pas seulement de chaque cellule, mais aussi de la communication entre cellules, tout le métabolisme du corps. Et qu'il y avait une rupture du contrat social. Et qu'il y avait formation de mafias oncobiotiques, c'est-à-dire de cellules qui menaient leur vie et qui pompaient les ressources du corps au détriment de l'organisme complet. Donc c'est un combat multidimensionnel qu'il faut mener, forcément. Il faut agir sur toutes les échelles, des électrons, des molécules, de l'ADN, des cellules, du corps, etc. Et même à l'échelle sociale, puisque c'est aussi une maladie sociale. On voit qu'il y a des raisons sociales pour lesquelles le cancer du poumon va diminuer, parce qu'on a une démarche pédagogique, l'information, ou bien l'utilisation de telle ou telle substance va augmenter les risques de cancer dans telle ou telle région, par exemple. Mais retenez une chose, c'est qu'il n'y aura pas de médicament miracle. Quand vous entendez les journalistes vous dire « Ah, on a trouvé telle molécule ou telle recherche, tel chercheur a trouvé telle méthode », il n'y a pas. C'est un ensemble d'armes qui vont permettre de progresser. Et c'est ce que font les patients, certains patients en tout cas, qui testent leurs propres molécules, et parfois des dizaines de molécules. Ils font en sorte qu'il n'y a pas d'interaction toxique pour mettre au point leur propre traitement individualisé. Et vous avez remarqué, toute personne qui a déjà fait un séjour, même court en hôpital, qu'on mange vraiment très mal. En fait, il n'y a pas de réflexion sur la nutrition. Et les médecins devraient, enfin le corps médical dans son ensemble, devrait se remettre en question sur ce point-là. Quand vous voyez des patients en service d'oncologie à qui on donne de la purée, c'est un crime. Quand on les met sous intraveineuse en glucose, il faudrait réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Parce que là, on est en train de nourrir les tumeurs.
La pomme de terre, c'est un indice, la purée de pomme de terre, c'est un indice glycémique terrible. Hein. Vous favorisez les facteurs de croissance associés à l'insuline. Et c'est très mauvais. Il ne faut pas avoir de pic d'insuline chez un patient qui a un cancer. Il faut faire attention aux facteurs de croissance. Mais pour ça, il faudrait avoir une vision globale. Et il y a un certain mépris pour la nutrition à l'hôpital. Oh, la nutrition, c'est la cuisine, tout ça. Non, non, c'est fondamental. Et la conclusion de la conclusion, c'est qu'en fait, dans une maison, le foyer, il est dans la cuisine, pas dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est le noyau, c'est là où on a notre ADN, tous nos livres, d'accord? Je suis revenu longtemps en arrière. Là. Ah oui, là, ça a tourné. Je reviens. Voilà, j'y touche plus. Donc la bibliothèque, c'est le noyau, d'accord? Et la chaudière, le foyer, c'est la mitochondrie. Dans une maison, notre cellule, c'est la maison, on va dire. Il y a le foyer et il y a la bibliothèque. Et dans une maison, on ne vit pas dans la bibliothèque. Le point important, le foyer, c'est la cuisine. Eh bien, dans la cellule, ça va être la mitochondrie. On est d'accord? Voilà, ça c'est une des grandes leçons à tirer de cette étude bioénergétique. Et si on étudie le métabolisme du cancer et son évolution à l'échelle des millions d'années, hein, comment il a coévolué avec les métazoaires et les métaphytes aussi les plantes, hein, eh bien là il devient compréhensible. On comprend globalement ce phénomène. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va trouver des solutions miracles. C'est-à-dire qu'on a une carte globale du territoire. Et ça, c'est important d'avoir déjà bien identifié l'ennemi globalement, l'avoir cerné pour mieux agir. Et la dernière citation que je vous donne, c'est celle de Theodosius Dobzhansky. Rien ne fait sens en biologie, excepté à la lumière de l'évolution. On ne peut pas comprendre un phénomène biologique aussi complexe que le cancer si on n'a pas une vision évolutionniste, c'est-à-dire dans le cadre de Darwin et ses copains. Voilà. Et si vous voulez lire des choses, ben voilà quelques exemples de livres, de la littérature. Il y en a 2 en français seulement. Le livre de Laurent, qui est très bien, très clair, concis, direct. Celui-ci, sur l'aspect évolutionniste, théorie de l'évolution. Les autres sont en anglais, après c'est de niveaux techniques variés. Voilà, ça c'est pour les médecins. Celui-ci est très bien, c'est la nutrition aussi. Il faut lire des livres de nutrition pour comprendre que dans notre assiette, il y a à la fois notre pharmacie et puis notre condamnation à mort si on mange n'importe quoi. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je suis encore présent, quelques minutes. Tu as une question, Laurent? Oui, c'est par rapport. Tu n'as pas parlé des vaccins. Est-ce qu'il y a Non. des recherches sur les vaccins, c'est-à-dire des vaccins? Merci. Non, j'en ai pas parlé parce que je n'y connais rien. On peut vacciner contre certains oncovirus, éventuellement, mais ça va être extrêmement spécifique. On peut lutter contre un oncovirus. On peut agir à cet endroit-là. Après, la méthode de vaccination, c'est quand on a un agent pathogène identifié. Et là, il n'y a pas, en dehors des oncovirus, il n'y a pas d'agent pathogène pour le cancer. Pour les plantes, c'est des bactéries, on a vu. Voilà, donc là, on pourrait imaginer. Au revoir. Merci. On pourrait imaginer des vaccins pour ce type d'agent pathogène, effectivement. Voilà, merci à vous. Pas du tout, je ne suis pas du tout.